voyage, c'est écrit là. Eh bien, je pense que justement, je vais faire un bon voyage. Du moins, je l'espère, parce que là où je pars, eh bien, il y a des crocodiles, il y a des lions, il y a des girafes, il y a... Vous avez compris? C'est parti, on y va. Ici, il y a du monde, ça va et ça vient continuellement, 24 heures sur 24, puisque c'est l'aéroport, un des plus grands du monde, hein, avec New York, Los Angeles, et bien sûr Paris, Paris, schön. Alors oui, bonjour, alors vous allez où? Vous allez où? À Cotonou. Vous allez à Cotonou, ouais. C'est au Togo, au Bénin? Au Bénin. Ah, formidable. On va voyager ensemble peut-être? Ben non, puisque si vous allez à Madagascar. Eh ben oui, bien évidemment, c'est pas le même pays, quoi. Voilà. Mais c'est l'Afrique. Ouais. On dit qu'en Afrique, les gens sont accueillants, c'est vrai? Ben oui, je pense. Hein. Ouais. Il y a une bonne énergie. Il y a une bonne énergie, comme dit la madame. Voilà. Mais merci beaucoup. Vous faites un programme. Ça y est, on s'approche petit à petit du tunnel, en fait, c'est-à-dire pour aller dans l'avion, qui va nous conduire dans un pays magique, un pays où l'on parle le français couramment, et c'est un territoire, je ne vous en dis pas plus, ça s'appelle le pays de la Teranga, avec la prononciation adéquate, bien sûr. Alors c'est sur un vol Air France, c'est sur la ligne ancestrale d'où sont partis les premiers avions de l'aéropostale en 1923, à peu près 1932, date de la création de la ligne Air France. Bonjour madame. Alors moi j'ai un siège du haut, bonjour. Où suis-je donc installé? 53L. Alors ça y est, maintenant, je peux vous le dire où est-ce que je pars, parce que pour l'instant c'était un secret, je vous avais parlé que de girafes, de lions et autres. Eh bien, en 6 heures de vol, c'est tout simplement le Sénégal. Le service Air France à bord, c'est excellent. On va regarder ce que les hôtesses m'ont offert. Un vrai champagne. Voilà, donc santé. Me voici arrivé la nuit, vol de nuit à Dakar. Et j'ai la chance, mais je suis en présence de Abdoulaye, c'est ça? Oui, c'est Abdoulaye. Abdoulaye, donc qui est mon chauffeur pour me conduire. Dormir quelque part, ben oui, dormir à l'hôtel pour la première nuit, forcément. Voilà. Alors on est sur une route normale, une belle route. On peut rouler à 90 officiellement, mais je vais dire à Abdoulaye de rouler à 130, je ne sais pas. On sera arrivé plus vite parce qu'il me reste encore à faire 70 km pour arriver à mon hôtel. Dakar, une capitale en plein essor, 15 millions d'habitants, une république toute jeune depuis 1960 et avantage pour nous Français, ben justement, la langue officielle c'est le français. « 350 ans de colonisation ont laissé immanquablement des traces. Les administrations, les mairies, la gendarmerie, l'armée, les signalisations, bref, on est en Afrique, oui, mais avec des repères, et pour le tourisme, ben, c'est un avantage considérable. En 2015, les côtes africaines étaient les plus pillées au monde. Les bateaux-usines de pêche chinois et japonais ratissaient carrément la mer aux portes de Dakar. Mais un responsable de l'environnement, Émile Assema, a permis l'arrêt de ces pillages et depuis les eaux sont redevenues poissonneuses pour le monde des pêcheurs et la pêche côtière.
Visage, regard sur l'Afrique, que ce soit au Maroc, en Tunisie, en Égypte, au Cameroun, en Afrique du Sud. Bref, l'économie, elle est là, elle est dans la rue et même dans la brousse où j'ai croisé des salons et canapés en cuir posés à même le sable. C'est impensable chez nous. Oui, l'Afrique est un dépaysement. Alors, on s'adapte ou on reste chez soi, à vous de choisir. Moi, perso, waouh, je trouve ça plutôt cool. Ouais, c'est génial. « 52 mètres de haut, tout en bronze et cuivre, le monument de la Renaissance africaine, une œuvre controversée de l'ex-président Abdoulaye Wade. C'est une famille africaine qui porte l'espoir d'un monde meilleur, la dignité d'un peuple mutilé et asservi au cours des siècles. C'est la Corée du Nord qui a construit l'œuvre. Le 4 avril 2010, lors de l'inauguration, de grandes manifestations ont dénoncé le coup pharaonique et ce contrat avec un pays dictatorial. You are wonderful and beautiful girl. Derrière ce cliché carte postale, des airs de vacances, les sourires ravageurs des Sénégalaises, se cache ici l'horreur, la souffrance et la mort. Si l'enfer devait exister, c'est bien ici qu'il a pris possession. À première vue, une île paradisiaque faite de couleurs ocre, mêlée de guirlandes de fleurs toute l'année. Au large de Dakar, on est loin de la foule. Ici, pas de voiture. 28 hectares, 900 mètres de long, 3 km de côte. Telle une Alcatraz touristique, Gorée a bien un pouvoir attractif. Malik, bonjour. Nous sommes ici devant un lieu de mémoire. On peut dire que le Sénégal a une histoire maléfique. Bonjour, hein. C'est l'histoire même de l'humanité. Chaque Africain, on peut dire de l'Ouest, a une partie de lui qui a transité dans ces sanctuaires, dans ces anciennes captiveries. C'est-à-dire voilà. C'est ici que se trouvent les racines. Tel qu'un feuilleton américain avait su quand même le mettre en avant. La Caraïbe, les Afro-Américains, tous sont passés ici. Alors, cette maison paraît toute petite. On ne s'imagine pas le trafic qu'il y a eu. Ça représente combien de centaines et de milliers d'hommes, d'enfants et de femmes? Voilà. Vous savez qu'on peut dire qu'en amont, il y en avait une vingtaine de maisons. Cette maison, nous la devons tout simplement à l'État du Sénégal. Qui a su la conserver. Qui a su la racheter par ses derniers propriétaires pour en faire juste un symbole. Un symbole de toutes ces anciennes maisons disparues du fait de leur âge.
Comme vous le savez, les premières captiveries, on peut dire qu'elles datent de 1536. Celle-ci, nous l'avons au fait, pendant l'occupation française. C'est l'une des dernières, on peut dire, des dernières captiveries. Une trace de mémoire qui est vivante malgré qu'il y ait eu la mort. Bien sûr que oui. Voilà. En quelques mots, donc, on peut remercier, je imagine, le gouvernement sénégalais, Sénégal, ouais. Les hommes d'État et d'église qui sont venus ici apporter un témoignage. Un témoignage, vous savez que c'est toujours au fait palpitant, on peut dire, hein, parce qu'on a reçu quand même pas mal de personnalités. Là, tout récemment, on a connu la venue du président des États-Unis avec sa famille, avec sa belle famille, parce que c'était un retour pour sa belle famille, mais pas pour lui. Vous parlez d'Obama. Bien sûr, forcément. Voilà, ça lui a fait quelque chose. Comme aussi pas mal de religieux qui sont passés ici, notamment la venue du pape, le pape Jean-Paul II. D'ailleurs, il a demandé devant cette porte donnant sur la mer pardon à toute l'Afrique. On peut dire que l'Église, malheureusement, a eu à cautionner cette pratique. Voilà, il a... Du temps de l'esclavage, du temps des guerres aussi récentes en Europe. En Europe, voilà. En tout cas, je suis obligé de couper parce que je vais passer ailleurs. Mon reportage va continuer. Et je vous remercie beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et je m'incline profondément devant ce lieu de mémoire. Voilà, merci. Portugais, hollandais, anglais, français ont contribué au pire fléau de l'humanité. Cette maison abrite le sang, les larmes de milliers d'esclaves, hommes, femmes, enfants, qui étaient engraissés pour partir aux Antilles, Amérique et Brésil. La seule issue possible pour les jeunes filles, c'était de se faire engrosser par les Blancs, car elles ne partaient pas, considérées comme marchandises avariées. D'autres se mutilaient volontairement, et les malades étaient jetés à la mer, attirant une foule de requins. Les maisons du XVIIIe siècle menaçaient de s'écrouler. Des mécènes, des artistes du monde entier et l'UNESCO qui a classé l'île au patrimoine mondial ont fait que ce petit bout de terre existe encore et toujours. Après avoir passé une nuit à Gorée sur cette île assez fantastique, ma foi, retour sur Dakar. Et nous allons continuer notre voyage. Je vais continuer mon voyage en direction du nord, vers le lac Rose, où on verra les mines de sel, mais pas des mines en profondeur, non, au ras du sol. Vous verrez le pourquoi et le comment. Et ensuite, nous arriverons à destination de Saint-Louis du Sénégal, capitale aussi dont je vous parlerai un peu plus profondément une fois qu'on sera sur place. Et vous verrez, il y a de quoi. Ce tableau a été mis aussi par le Sénégal pour rendre hommage à Thierry Sabine, le grand fondateur du rallye Paris-Dakar, avec son ami Balavoine, qui malheureusement sont décédés dans un crash d'hélicoptère dans le désert. Et donc là, vous voyez, c'est déjà 30 ans déjà. Et le rallye donc a été de côté très bénéfique
pour le tourisme sénégalais. Rien que le rallye supportait 85% du tourisme sénégalais. Tous les restaurants, les hôtels, les agences de voyage, ils y trouvaient leur compte. Sans compter le côté humanitaire que le rallye avait joué, avec les puits qu'il creusait, les fournitures scolaires qu'il envoyait, les médicaments, les hôpitaux, les écoles qu'il construisait. Donc il y avait vraiment un côté très humanitaire pour le Paris-Dakar. Même si certains détracteurs disent que bon, il faisait des accidents avec les enfants qu'il fauchaient dans les villages, mais retenons de façon vraiment très objective et très honnête que ce rallye est également un point très important pour le tourisme sénégalais. Malheureusement, c'est parti vers d'autres horizons en gardant le nom, le Sénégal. Donc il faut qu'il change de nom maintenant. Maintenant, il n'a qu'à enlever le Sénégal et mettre autre chose. Eh bien, on va le dire à la population française et internationale que le Dakar devrait retourner à Dakar. Hein, voilà. À Dakar, ou bien il change de nom. Voilà. Qu'on ne l'appelle plus le Dakar. Autre lieu emblématique, ce lac rose qui mesure 5 km de long sur seulement 800 de large, avec 1,50 m de profondeur. À savoir que 1 litre d'eau contient 380 grammes de sel. 2400 tonnes de sel sont extraites chaque année à la force des poignets. Autant dire que c'est un travail de forçat. Il ne faut pas dépasser 15 minutes en se baignant, sinon le sel peut attaquer la peau. Pour la couleur, il faut beaucoup de soleil et beaucoup de vent. La couleur, ce qui la provoque, c'est à cause des algues. Parce qu'il y a des algues et des micro-organismes anaérobies. Des micro-organismes qui vivent à l'absence d'oxygène. Mais on les appelle des hyperhalophiles. Des micro-organismes qui peuvent résister à des conditions de salinité les plus rudes. Mais ils ont une pigmentation rose, jaune et orange, mais c'est le rose qui domine. Lorsque le soleil est au zénith et que le vent remue le fond, ça donne la couleur rose, qu'elle reflète uniquement au cours de la journée. Un sac de 50 kg sur place coûte 0,23 €. Alors, autant dire que travailler à ce prix-là, ben c'est aussi de l'esclavage. Mais ici, sans travail, tu n'as rien. Alors, t'as pas le choix. L'ensemble des racleurs ramassent 1 tonne de sel par jour pour 6 à 8 heures de travail quotidien. Ils boivent chacun 8 litres d'eau pour combattre l'excès de sel. Il n'y a pas assez de fond, donc on est obligé de marcher pour arriver jusqu'à la rive. Les cristaux de sel, on les sent sous les pieds, ça taillade. En décembre 78, première édition du Dakar. Mais en 2007, c'est la fin d'une aventure suite à des actions terroristes en Mauritanie. Le concept est parti en Amérique du Sud. Et je me prends à rêver moi aussi sur cette étape d'arrivée où encore à ce jour d'autres rallyes plus modestes suivent les traces des pionniers. Quoi qu'on en pense, le Dakar était aussi un défilé à but humanitaire tout au long du parcours. Mauritanie et Sénégal attendaient en 2020 le retour. Mais les tractations politico-financières ont délibéré pour 5 ans à suivre en Arabie Saoudite. Colère et déception du peuple sénégalais, et comme je les comprends. Nous sommes ici sur un village typique de pêcheurs à l'ancienne. Oui. C'est un des rares villages? Non, ici c'est une petite village qui s'appelle Kaya. On dit le premier port de pêche artisanal du Sénégal qui sont jumelés avec la Bretagne de l'Orient. Et oui. Mbousse et Concarneau. Et Oui. l'émission Thalassa, il était passé au mois de janvier, Georges Pernou. Toutes les télévisions, ils sont passés ici.
Et donc Kayar, ça sort en ce moment, ça sort beaucoup de poissons parce que vraiment vous avez de la chance de tomber avec des capitaines, des mérous, des dorades, des barracudas et des anguilles de mer et la rascasse. Ils l'amènent à Marseille pour faire la bouillabaisse. Et rien ne s'est perdu, même les écailles et les têtes de poisson, ils l'amènent dans les champs pour faire de l'engrais. Vous voyez, avec les gros bateaux là, ils quittent ici pour aller à l'île des Canaries. Vous avez entendu à la Canaries, il y avait beaucoup de gens qui sont perdus la famille, beaucoup de gens qui sont mourir. Et maintenant, le nouvel président, il ne veut plus que les gens quittent ici pour aller à l'île des Canaries parce que vous avez entendu le problème. Si tu quittes dans ton village, si vous allez jusqu'à l'île des Canaries, si tu n'as pas de papiers ici, tu ne te rappelles pas, tu dois fatiguer, donc tu restes dans ton pays, c'est mieux. Voilà, merci, okay. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Là, c'est pour éviter de l'eau, pour que l'eau ne rentre pas. Et on barre comme ça, on le fait dans une semaine et ça va durer 4 ans. Après, il met le bois du fromager et le bois du teck et le bois du caissidra. Et on bateau comme ça. Quand les pêcheurs partent en mer, ils partent 6 h du matin de très bonne heure. Ils reviennent maintenant à la pêche. Et tous les bateaux ne sont pas motorisés. Il y en a qui pêchent à la rame, il y en a qui pêchent avec le moteur. Et ceux qui pêchent avec le moteur, ils vont aller à 15 km à la rame, ils vont aller à 2 km. Tous les femmes, vous voyez, c'est les femmes de pêcheurs qui attendent le retour de mari et s'équipent de vendre le poisson sur place parce que Sénégal, c'est la polygamie qui marche. Mais nous, on a le droit de marier jusqu'à 4 femmes, mais en France, il n'y a pas de polygamie. Hein. Allez, j'achète, je prends. Ouais. Ok, c'est bon. Il a une durée de vie très longue. Il bat les records de longévité. Jusqu'à 15 siècles, 1500 ans. Et c'est le signe de la sagesse. Avant, dans les villages, au milieu du village, il y avait toujours un grand baobab qu'on appelait l'agora. C'est l'agora en grec. Là, l'assemblée générale. C'est là où les anciens se regroupaient quand il y a un problème autour du village à régler. Les gens l'utilisent contre le rhumatisme. On fait bouillir l'eau, on plonge les pieds, les feuilles de l'arbre, on les fait sécher, on le broie, on le mélange avec le couscous, ça facilite la digestion. Le fruit de l'arbre que vous avez connu, avec ses vertus magiques, qu'on appelle le pain de singe. Pourquoi pain de singe? Parce que les singes, ils montent sur l'arbre pour couper les fruits et les manger. Devant l'arbre mystique du Sénégal, le baobab. Celui-ci, laissez-moi vous dire qu'il a une sacrée dimension. Il faut à peu près 20 personnes pour en faire le tour. Le baobab, bien sûr, c'est l'arbre des esprits. C'est la forêt, c'est la magie, le mystère et surtout la parole des ancêtres qui est à l'intérieur de l'arbre. Le baobab, c'est un petit peu comme une main. Vous avez le tronc et puis les ramifications. Alors bien sûr, c'est la sagesse. Et c'est là aussi que les marabouts peuvent prédire et voir ce qui peut se passer dans le présent ou le futur ou dans le passé. Allez savoir, ça c'est l'Afrique. Ah, Saint-Louis, écrin de lumière posé entre dunes et océan, j'ai l'impression de te connaître tellement tu m'as fait rêver avec ton passé glorieux. Oh, je ne parle pas de la colonisation, non, mais de cette terre ou plutôt ce sable qui recevait les premiers pionniers de l'aéropostale. C'est ici que l'histoire a gravé des noms mythiques tels Mermoz, Saint-Exupéry, Guillaumet, mais aussi Henri Rosès, un homme de l'ombre qui a défriché bien avant vous, messieurs, oui,
4 ans avant votre arrivée pour délivrer le fameux courrier postal. Bonjour Henri, c'est donc là que vous prenez le repos mérité. 4500 km depuis Toulouse en passant par Tanger. Combien vous devez être soulagé après tant de dangers. C'est votre petite nièce Françoise qui a tout arrangé. C'est charmant, à la fois tendre et coquet. Et votre histoire, elle est là, sur les murs, pour la postérité. Mermoz était un petit peu superstitieux. Il préférait cette chambre. Pour aucune raison, il n'aurait voulu coucher dans une autre, car il avait une vue entre la poste, la rue principale. Bref, il était attaché énormément à cette petite chambre, qui, ma foi, bien sûr, n'est pas gigantesque, ce n'est pas une suite, mais elle est charmante, elle a une âme qui est conservée. Une promenade en calèche dans le centre historique de Saint-Louis du Sénégal, le quartier colonial. Et nous allons découvrir des ruelles, des bâtiments qui sont classés par l'UNESCO Monument Historique. Donc on ne peut absolument pas toucher à ce patrimoine. On peut juste le rénover, mais il n'est pas question de changer des fenêtres, etc. C'est ce qui fait le charme de Saint-Louis. Les briques mises à nu provenaient de Toulouse et acheminées par bateau vers 1830. Toute l'architecture mise en péril par le temps reçoit régulièrement des restaurations, mais le travail est titanesque. Saint-Louis, la première ville française africaine au XVIIe siècle, sur l'embouchure du fleuve Sénégal. Capitale de l'Afrique occidentale française jusqu'en 1902, puisque déclin économique, car Dakar, avec ses eaux profondes et son port de commerce, devient la capitale. Le Sénégal comble les amateurs qui ont l'envie de courir les chemins les plus reculés, de plonger dans ces mers chaudes où, chaque fin d'après-midi, descend un soleil en feu, d'échanger quelques mots d'une pirogue à l'autre, de goûter, sans contrainte, la lenteur des jours, la clarté des matins, la douceur des soirs face à des vagues de début du monde. Et cette première partie est un avant-goût d'une autre aventure à laquelle je vous invite tout de suite. Le 9-11-2016. Et comment ils détectent l'eau, la nappe phréatique? Tu sais, ça c'est les anciens. Ils savent l'endroit où il y a plus d'eau. Ouais. Et ils demandent aux jeunes de creuser. D'accord. Donc ça c'est une expérience. C'est le doyen du village. Bonjour. Bonjour, ça va? Salam alaikum. Vous allez bien? Voilà. C'est le chef du village. Alors, voilà. Je m'appelle Kevin. Tu es un artiste peintre, c'est ça? Oui. Ouais. Est-ce que tu veux en faire ton métier? Oui. Ouais. Il y a combien de temps que tu fais de la peinture sur sculpture?
6 mois. Bravo, c'est joli. Merci. Qu'est-ce qui se passe si tu débordes? Faut recommencer? Oui. Tu prends une autre couleur. Oui. Ah, avec une autre couleur? Oui. Quel âge tu as? 15 ans. Je te remercie. Merci. Dans le village de Savoigne, près de Saint-Louis, depuis 1996, un centre de formation professionnelle unique en son genre. Les enfants et adolescents en échec scolaire trouvent ici un travail rémunéré. Les crèches catholiques sénégalaises n'existaient pas. À présent, c'est fait et la demande dépasse même toutes les frontières du pays. Je m'appelle Mamar Diop, je suis le directeur de cette école qui s'appelle Soyen Bao. L'école a été créée en 2011. Comme vous le voyez, on a 5 classes. Actuellement, on est en période de grandes vacances. C'est pourquoi vous n'avez pas trouvé les élèves ici. Voilà, comme vous voyez, l'école est en chantier. On travaille sur des abris provisoires à de mauvais état. Dans ces parties reculées du Sénégal, c'est quand même une épreuve de force pour pouvoir scolariser les enfants. Et vous, instituteur, vous avez beaucoup de difficultés. Oui, au début, on avait beaucoup de difficultés. Parce que en 2011, quand j'étais venu ici, je n'avais pas assez d'élèves parce que les parents étaient réticents. Vous voyez, c'est dans la brousse et la population ne vit que de l'imaraîchage. Et les enfants constituent une main-d'œuvre. Les parents étaient réticents pour laisser les enfants venir à l'école, surtout les filles. Surtout les filles. Oui. À la maison, il ne doit rester que les enfants. Et les filles qui vont rester à la maison, qui vont faire les travaux ménagers, mais aussi occuper des petits-enfants. C'est pourquoi ils ne laissaient pas les enfants venir à l'école. Alors vous êtes donc instituteur diplômé et c'est l'État qui vous prend en charge, c'est bien cela? Oui, je suis instituteur diplômé. Il faut avoir le baccalauréat pour pouvoir vraiment être enseignant. Moi, je suis étudiant en même temps en master en Sciences Po à l'université. Voilà. Ici, au Sénégal, on commence à partir de 6 ans. 6 ans jusqu'à 12 ans. Après 12 ans, c'est le certificat d'études élémentaires. Et l'entrée en 6e, les enfants vont au collège. Vous êtes logé et nourri par le gouvernement ou c'est à vous? Non, du tout, c'est à nous de prendre en charge nous-mêmes. Ouais, parfois on rencontre beaucoup de difficultés, surtout en ce qui concerne les logements. Parfois la population n'a pas assez de chambres pour pouvoir nous accueillir. Oui. On est obligé parfois, pour les classes que vous voyez, parfois le soir on les transforme en dortoir. Quand les élèves passent, on aménage pour pouvoir vraiment gérer. Parce qu'on est un peu loin ici, on est obligé de loger à l'école en même temps pour pouvoir venir à l'école tôt le matin. Alors venir exercer votre métier dans la brousse, c'est un petit peu comme un docteur, quelque sorte. Oui. C'est une vocation. Oui, l'enseignant c'est un métier noble. Oui. On se sacrifie. Au début, il y avait des enseignants qui ont été affectés ici dans la bourse. Ils disent niet, ils ne vont pas venir. Mais là, on se sacrifie. Vous faites un travail de longue haleine pour que ces jeunes générations prennent aussi la conscience, j'imagine, de la sauvegarde de la planète. Absolument. Ça, c'est important. Hein? C'est important, oui, oui. Absolument. Ça. Merci beaucoup. Ok, merci, monsieur. C'est à moi de vous remercier. Good luck, bonne chance à vous. Merci à vous aussi. Merci. Eh bien, les vacances au Sénégal, c'est ça aussi. C'est la détente. Ce n'est pas que les foules, les odeurs, le poisson, la pollution. Un petit coin de paradis, ici, sur la langue de Barbarie. Un petit bruit. Des poissons. Des oiseaux. Des oiseaux que nous allons aller voir tout à l'heure sur l'île aux oiseaux. Ben oui. Je ne l'ai pas inventé. C'est comme ça. Nous voici cette fois sur la 3e réserve ornithologique du monde. Dans le delta du fleuve Sénégal, plus de 400 espèces d'oiseaux cohabitent ici. Les plus remarquables sont bien sûr les goélands, ils sont là par milliers, comme les flamants roses, véritables nuages volants. Un tourbillon féerique d'oiseaux migrateurs nous submerge.
ici sur la langue de Barbarie. Ouais. Et ce site-là, face à l'océan, c'est un lieu de reproduction pour les tortues marines. Les tortues marines. Ouais, et c'est protégé par le parc, c'est pourquoi vous ne voyez pas d'hôtel ni des gens qui campent. À quelle époque les tortues viennent pondre? C'est de juin à octobre. D'accord, donc en ce moment, on peut les voir. Mais c'est le soir peut-être? Oui, le soir ou bien après la pluie. Après la pluie, d'accord. Ouais. Mais en ce moment, on n'a pas eu de reproduction. Oui. Et à chaque fois que j'arrive ici, c'est fait la collecte des déchets. Parce que tout est arrivé avec la marée. Il y a une partie des déchets qu'on peut recycler en petits sacs de porte-monnaie pour recyclage. Oui. Et alors, le danger justement de cette civilisation du plastique que l'on retrouve partout sur la planète, c'est un problème pour les tortues qui vont s'étouffer, c'est ça? Et les tortues le confondent avec les méduses quand ils se trouvent dans l'eau. Ouais. Et quand ils mangent des sachets, ça les étouffe. Et ils sont morts. Est-ce qu'il y a au Sénégal des orphelinats pour sauver les tortues, des soins, oui? Et ici, même au niveau de la langue de Barbarie, on voulait le faire, mais comme c'est une parc naturelle, on doit laisser les choses naturelles. Oh, ah d'accord, il faut laisser faire la nature. Oui, on les aide en période de reproduction. Oui. Quand on voit les traces, on vérifie le nid. S'il y a des œufs, on protège le nid avec du grillage. Et est-ce que tous ces oiseaux que l'on a vus, là, notamment les sternes, là, sont des prédateurs pour les bébés tortues? Oui, parfois les oiseaux sont des prédateurs, mais nous, ce qu'on peut faire, c'est les aider en protégeant le nid pour que les crabes ne les détruisent pas. Et à la naissance, on les aide à retrouver l'eau. Les océans poubelles du monde. Oui, ici sur les côtes sauvages, même avec une mer calme tous les jours, des tonnes de détritus plastiques. C'est triste à mourir. Et certains proviennent même du Brésil, amenés par des courants marins. Quelques personnes de bonne volonté agissent autant qu'elles peuvent avec leurs petites mains dérisoires. Fatalité d'une époque. Le Sénégal est bien plus riche que d'autres pays limitrophes. Cependant, notre contribution humanitaire, c'est de distribuer des livres, des cahiers, des stylos, des denrées non périssables à des populations isolées. Ils ne sont pas mendiants ou attirés par l'argent facile. Ici, le respect des anciens fait toujours autorité. Nous devrions en prendre de la graine. Un ballon de foot offert et c'est toute la jeunesse, filles et garçons et même les femmes qui jouent instinctivement. Suivi bien sûr d'une danse traditionnelle pour nous remercier.
Oui, je sais. Je suis pas très beau à voir. Nous sommes dans un désert. Ça, vous l'aurez compris. Il fait chaud. Il fait... Bah, je ne vous le dirai pas combien il fait. Il suffit de regarder les quelques gouttes. Et c'était le campement du désert, organisé quand même bien sûr dans des conditions assez confortables, puisque voici la salle de bain, hein, l'évier, voilà, avec un peu d'eau. Les toilettes, ben oui, on trouve ça aussi dans le désert. Ah, c'est pas le Paris-Dakar, mais quand même ça a son charme. Voilà, et puis, ah ben oui, eh ben une douche en plein air. Et donc, vous avez vu, c'était ma chambre. Ces plaines poussiéreuses vont se transformer dès que la saison des pluies arrive. Le paysage devient vert comme par magie, et déjà, après une simple petite averse, on voit la différence. Avec le réchauffement climatique et la désertification, voici que des espaces asséchés et des nappes d'eau à forte concentration de sel tuent le sol et les récoltes. Ici, il y a seulement 5 ou 6 ans, les terres étaient encore cultivables. Aujourd'hui, l'avancée du sel réduit considérablement ces terres. Seule l'exploitation du sel contribue à une économie locale.
traversons la mangrove et puis une petite halte dans une île avec une population locale. Et comme vous pouvez le voir, l'architecture, c'est vraiment l'Afrique telle qu'on se l'imagine, c'est-à-dire la case avec le treillage en palmier, bambou, tous les matériaux de récupération qui font ce charme dont on a vu dans les livres d'histoire, cet imaginaire qui est ici présent. Donc je profite de cet instant magique en quelque sorte, puisque je rencontre des populations, surtout les enfants, qui sont émerveillés de nous voir. Ils nous font chacun un accueil considérable, même si on n'a rien à leur offrir, c'est juste le partage, la parole et surtout le sourire. Voilà, c'est ça aussi le Sénégal. Oui, c'est moi qui l'ai pêché. 3 heures de pêche intensive pour arriver à voir ce monstre. C'est le barracuda, le vrai. Regardez, il est là. Ah! Et on va le manger. Oui. Oui, elle est bonne. Elle fait 32 à 33 degrés. Ça vous dit rien ça? Ah ouais, un petit goût de paradis quoi. Allez, j'y reviens. Oh oui, il est trop chou. Oh, il est trop beau. Je ne quitterai pas le Sénégal sans avoir fait un safari. Un safari photo, vidéo, mais je vous réserve une surprise de taille à laquelle
Moi-même, je ne m'attends pas. On m'a dit, tu verras, c'est possible, c'est réalisable et il n'y a qu'ici en Afrique où on peut le faire. En attendant, je vous invite à découvrir le parc animalier de Fatala. Juste à côté de la frontière de la Gambie se trouve le parc animalier safari de Fatala. Sur les 6000 hectares, 2000 sont seulement ouverts au public. Mais avec 70 km de piste, en une demi-journée, on peut apercevoir à loisir la plupart des animaux d'Afrique. C'est la brousse et la mangrove. En camion et jeep tout-terrain, les pisteurs savent où trouver les girafes et autres animaux invisibles à nos yeux. Et lorsqu'enfin l'animal apparaît, c'est le silence absolu, sauf celui des cliquetis d'appareils photo. Je vous laisse pour la fin un côté magique. Attention, les images suivantes peuvent heurter la sensibilité du public. Ici au Sénégal, c'est quand même un privilège de pouvoir marcher avec les lions. Oui, marcher avec les lions, oui. Au Sénégal, Fatala. Il y a d'autres endroits dans le monde où c'est possible? Oui, 5 places dans le monde. Ici, au Sénégal, Fatala, Afrique du Sud, Zimbabwe et El Maurice. Alors, vous êtes sûr que l'on ne risque rien? Non, non, non. Bon, on vous fait confiance, hein? Oui, confiance, toujours allez. Confiance, oui. La lionne qui chasse dans la nature. Ouais. Le mâle dort beaucoup, il dort 21 heures par jour. Alors là... Il mange tous les 4 jours. Là, je commence un petit peu à stresser. Ils sont mangés hier. Je m'approche calmement, mais cela fait quand même une sacrée impression. Ok. Voilà. C'est bon. Voilà, ils sont là. Ok, il y a 2 lions ici. Ah non. Non. Lui, c'est le mâle s'appelle Tala. Tala. Tala, oui. La lionne s'appelle Sunanga. Sunanga. Ouais. Bien sûr que ça fait drôle. Tala, Sunanga. C'est beau, c'est joli, mais je vous assure que j'ai les jambes qui flageolent. Je ne suis pas courageux. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien. T'inquiète, pas de problème. Ok.
go, let's go. Come this side. Okay, good, good. Okay, you can have photo here. Background picture. Okay. Next. Fini? Bon, il est vrai que l'impression quand même, elle est là, elle est palpable. Hein, elle est palpable. Voilà, oui, merci. Je pense qu'au bout de 3 jours, on peut embrasser le lion. Oui. C'est faisable. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait ça? Oui, c'est pas grave. Tous les jours, tous les 3 jours, ils mangent tous les 3 jours. D'accord. Le lion, oui. Ah, ouais. Oui. Alors, Ils ont bien mangé hier. Alors là, pour le faire avancer, oui. Bien sûr, j'ai vu, il obéit avec des petites boulettes de viande. Oui, oui, oui. Hein? Ça, c'est pour comme les récompenses. Oui, forcément. Oui, les récompenses. Forcément. Oui, oui. Parfois, donner les petits morceaux de viande pour... oui. Et il ne faut pas que le soigneur présente les lions oui. Avant qu'ils aient mangé, parce que sinon, le touriste, il disparaît là. Ouais. On a bien compris la leçon. Hein? Oui. Ici, Fatala, il n'y a pas de problème. Il y a marche avec le lion. Les lions sont bien dressés. On a fait ça depuis 2012. Ah oui. Jamais d'accident ici. Les lions sont bien dressés. Il n'y a pas de problème. Parfois, on a marche 2-3 fois par jour. Le maximum groupe, c'est 12 personnes. Voilà, voilà. Les Français, bienvenue à Fatala. Ici, en Fatala, il n'y a pas de problème. Chers amis internautes, bonjour. Nous sommes en Afrique, vu le décor, et nous sommes au Sénégal, le pays de la Teranga. Est-ce que j'ai bien dit le mot? C'est bien dit Teranga. C'est avec un réel plaisir qu'aujourd'hui je me présente devant vous pour vous parler de mon pays, le Sénégal. Pays où je suis né, où j'ai grandi et où je continue à vivre. Le Sénégal, c'est un pays qui est le plus à l'ouest du continent africain. C'est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. C'est un pays qui est limité au nord par la République islamique de Mauritanie. Au sud, on a les deux Guinées, la Guinée-Bissau, une ancienne colonie portugaise, et la Guinée-Conakry, une ancienne colonie française. À l'est du Sénégal, on a la République du Mali. Et à l'ouest, nous avons l'océan Atlantique, qui va de la ville de Saint-Louis au nord jusqu'au Cap Skirring au sud. C'est une distance de 700 km. Un petit peu aussi comme beaucoup de pays, cela se fait en 2 ou 3 fois. Et au Sénégal, ce qu'il y a de particulier, c'est que l'on parle français. Et je crois que la France a colonisé le pays pendant au moins 350 ans, c'est cela? Oui, le Sénégal est une ancienne colonie française. Nous avons été colonisés par la France, comme vous l'avez si bien dit, pendant 3 siècles et demi. Les premiers Français sont arrivés au Sénégal au XVIIe siècle, précisément en 1659. Ils se sont installés d'abord à Saint-Louis du Sénégal, au nord, ce qui était l'ancienne capitale du Sénégal et l'ancienne capitale de l'AOF. Ça veut dire Afrique occidentale française. À propos d'histoire, on ne va pas faire toute l'histoire parce que c'est gigantesque. Nous en France, on connaît, du moins on a souvent entendu parler, les tirailleurs sénégalais pour la guerre de 14-18. Parce que pourquoi? Ce peuple était mis en avant, c'était de la chair à canon. Oui, on parle de tirailleurs sénégalais, mais ce n'est pas seulement limité au Sénégal. C'était à peu près tous les pays de l'Afrique de l'Ouest colonisés par la France. Il y avait des Béninois, il y avait des gens qui habitaient la Haute-Volta, qui est devenu aujourd'hui le Burkina. Il y avait des gens de la Côte d'Ivoire, du Mali. Mais on parlait de tirailleurs sénégalais parce que tout partait de là et tout revenait d'ici. Et ces tirailleurs sénégalais, je dirais ces vaillants tirailleurs sénégalais, ont joué un rôle monumental. Ils ont contribué à beaucoup de victoires de la France pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. On les appelait bien sûr chers à canon parce qu'ils étaient toujours au devant. En première ligne. En première ligne. La fin de la colonisation, vous avez obtenu l'indépendance, mais sans souffrance, sans violence. Dans les règles de l'art, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de... Bon, en fait, on a juste fait un référendum.
À l'époque, il y avait le grand général de Gaulle qui était le président de la France, qui est venu au Sénégal en 1958. Et je me rappelle bien de cette phrase qui disait devant les gens qui avaient les pancartes, « Vous voulez l'indépendance, alors prenez-la. » Porteurs de pancartes, je veux leur dire ceci, ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Et du coup, le Sénégal s'est retrouvé indépendant avec la France, tout en gardant de très bonnes relations avec la France, et ces relations continuent encore de perdurer actuellement. La France est le premier partenaire du Sénégal sur tous les domaines, politiques, économiques, j'en passe. Et aussi les Sénégalais, tu parles de l'Europe, d'abord le pays qui pense en premier lieu, c'est la France. Pour les études, pour le travail, et il y a beaucoup de Français qui continuent à vivre au Sénégal. C'est ce qu'on appelle la coopération. Voilà, une très belle coopération qui continue de perdurer dans le temps. Oui. Ici, il n'y a pas d'archéologie, mais il y a surtout la nature. Mais ce que l'on peut se rendre compte, malheureusement, et ça c'est un tronc commun à beaucoup de pays, c'est la gestion des déchets et la civilisation du plastique. Alors, juste quelques mots, qui est responsable? En fait, c'est l'histoire des ordures, des déchets, qui vraiment dénaturent le beau paysage que nous avons au Sénégal. Tout le monde est responsable. Depuis nos responsables, jusqu'au Sénégalais lambda. Moi, je travaille donc dans le tourisme et du coup, je parcours le pays avec mes touristes qui viennent d'horizons divers. Et toujours, je réponds avec beaucoup de peine à cette question, à cette leitmotiv qui revient à chaque instant. C'est vrai que quand tu entres dans une ville, c'est d'abord les ordures qui te disent « bienvenue ». Tu traverses la ville, elle t'accompagne. Tu quittes la ville, elle te dit au revoir, en attendant la prochaine ville. Donc on a ça partout où l'on va. Nous sommes dans un pays où les gens ont un pouvoir d'achat qui n'est pas très élevé. On ne peut pas acheter en gros comme un paquet de sucre ou bien une bouteille d'huile. Tout ce que tu achètes, on te met dans un sachet. Évidemment, ce que l'on souhaiterait pour vous, Africains, je dis africains au sens large du terme, ce sont des usines de recyclage. Mais malheureusement, il faut faire un effort considérable pour qu'il y ait des investisseurs qui osent venir et gérer tout cela. Avant de parler de recyclage, mais moi, je crois que ce qu'il faut faire, a priori, c'est couper la racine à la base. En faisant quoi? D'abord, fermer ces usines-là qui produisent des plastiques. Bien sûr, fermer les usines ici, à Dakar ou ailleurs, mais malheureusement, toutes celles qui sont dans le monde entier, provenant de Chine et d'ailleurs. Bon, écoutez, on n'en parlera pas, c'est de la politique, c'est de la stratégie. On reste sur ce pays qui, malgré tout, reste quand même charmant, accueillant, fleuri. Je n'ai pas assez de mots pour le décrire puisque c'est ma première intervention dans ce pays et je souhaite y revenir dans d'autres circonstances et sous une autre latitude. On va terminer justement par ce qui est important ici, et je m'en rends compte sur le vif, c'est que l'aide humanitaire au niveau médical, quelle qu'elle soit, aussi aux infrastructures éducatives, reste indispensable et on a besoin de volontaires, de plus, toujours plus. Oui, comme vous l'avez si bien dit, on a encore besoin de volontaires, mais il faut d'abord compter sur soi-même. Parce que comme je dis toujours, personne ne viendra développer le Sénégal. C'est nous-mêmes qui devons lutter pour développer notre peuple. La volonté, toute la base, c'est ici même. Le développement d'un pays requiert de ses propres populations. Il faut qu'il y ait une volonté populaire, que les gens y croient, qu'on s'y met, et je suis sûr que ça va. Par exemple, le défi des ordures, il y a un pays qui a bellement réussi, c'est le Rwanda, avec Paul Kagame. Et pourtant, un pays qui est sorti de guerre, de génocide pendant des années, et actuellement est un exemple qu'on cite partout. Il y a d'autres pays, il y a la Mauritanie qui est à côté du Sénégal, il y a la Gambie, où les plastiques sont formellement interdits. Donc il faut vraiment s'y mettre et ça va aller, pourquoi pas. Je vous remercie, je te remercie. Parce qu'ici le courant passe, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Alors, chers amis internautes, si vous ne connaissez pas l'Afrique, si vous avez des préjugés, mais moi je vous conseille de venir au Sénégal. D'abord pour vous, on parle français, donc c'est quand même et c'est la langue officielle, n'oublions pas. Hein, donc avec même les enfants, vous pouvez parler français. Voilà. Ce peuple est accueillant, chaleureux.
Hein, on ne fait pas n'importe quoi, bien sûr, on demande des autorisations pour faire des grosses photos, des films, mais cela se passe très bien et bien mieux que dans d'autres pays que je ne citerai pas. Et certains internautes sauront de quoi je veux parler. Doudou, encore une fois, merci et je souhaite revenir dans ton pays. Tu seras toujours le bienvenu. Merci également. C'est nous qui vous remercions pour cette émission qui, j'espère, va faire tâche d'huile et va faire un tout petit peu la promotion du Sénégal et par ricochet le tourisme sénégalais qui constitue après la pêche le deuxième secteur de l'économie du pays, qui est un secteur transversal qui fait travailler presque beaucoup de gens de façon permanente ou bien de façon temporaire. C'est un secteur à développer. Il y a beaucoup de potentialités. Surtout, regardez là où nous sommes au Sine Saloum, cette belle baie qui constitue l'une des 7 plus belle baie du monde. Il y a des potentialités qu'il faut développer. Et encore une fois, merci M. Christian, merci Garcia, tout le plaisir est pour nous. Et toujours le Sénégal te dira bienvenue au Sénégal. Viens quand tu veux. Vous avez vu, on ne peut pas l'arrêter, sinon l'émission durerait 1 heure ou 2 heures. Hein. Mais ça sera peut-être l'occasion de revenir une prochaine fois, qui sait peut-être aussi faire une croisière. Parce que oui, il existe des croisières phénoménales, et ça, on en reparlera si le pays m'invite, voilà. Tu seras toujours le bienvenu au Sénégal. Allez, on coupe, merci, au revoir. Bienvenue dans le pays de la Au revoir tout le monde. Au revoir à tout le monde et venez au Sénégal.